C'est l'heure de l'apéro cigare, C'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare. C'est l'heure de l'apéro cigare. Salut tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle émission de l'apéro cigare. L'apéro cigare, Mébarek, en une minute, ça ressemblerait à quoi? Mettons que tu décrirais ça à une personne qui a vécu sur une autre planète pendant les 30 dernières années. Écoute, ça va être... Apéro Cigare, c'est un show podcast que vous pouvez retrouver autant sur Spotify que sur Facebook, que sur YouTube, whatever. Là où vous voulez, vous allez nous trouver. C'est un show qui animé par Jeffrey Hull et moi-même, Samy. Deux étudiants en maîtrise. Ouais. Qui essayent de faire et de la nouvelle et du entertaining. Et de la culture. Et de la culture. Ouais. Et Le tout dans un format d'1h30. En ayant du plaisir. En ayant du plaisir. Ben, je pense que c'est bien résumé. T'aurais-tu dit mieux? Ben, je pense pas. Ah, Tu oui. dis toujours mieux. Ouais. Ouais. Cette semaine, notre émission s'appelle Plus ça change, plus c'est pareil. Pourquoi? Parce que on parle de changement cette semaine. Surprise. Ou d'absence de changement. Absence de parce changement que on va parler de géopolitique mondiale, justement, où il y a probablement beaucoup de choses en fait qui ne changent pas, même si on a l'impression que ça l'est. change. Ouais. On va parler aussi de pandémie, parce que le 11 mars dernier, on avait dit que l'OMS avait annoncé que ça faisait 1 an qu'on avait déclaré la pandémie mondiale. Mhm. Qu'est-ce qui va changer en fait? Est-ce que la pandémie va avoir un impact à long terme sur nos vies, tant au niveau du travail qu'au niveau de nos relations sociales, ou non en fait? Est-ce que c'est un changement qui est éphémère ou c'est un changement qui va être durable? On en parle tantôt. Sors pas tes arguments tout de suite. Non, Sors pas tes j'étais fun en train, facts. j'étais Sors en pas train de tes charger fun- mon non, gun, moi. Sors pas tes fun facts. Ouais. Non, on va essayer que ça change pas. Mais avant qu'on commence, Toujours avant qu'on commence. ça nous prend un petit apéro. Ça nous prend un petit apéro. Qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Cette semaine, tu nous as ramené un vermouth de pomme Oui, tout à Ouais. fait. de Michel Jaudoin. Pas Michel. Michel Jaudoin, en fait, tu avais ramené quelque chose de similaire une fois. Le J'avais-tu fait Léo qu'on a... Non, mais c'était C'est un hors d'onde. subversif, Ouais, le d'eau subversif. d'érable. Ouais. Non, là, on est dans des pommes. Exactement. Qui, en fait, un vermouth, donc un digestif ou un apéritif. Exactement. Euh, Puis tu peux même faire tes mix avec ça, style, tu sais, avec l'olive verte et tout. Là. Oui, Le absolument. martini D'ailleurs, on et pourrait tout, faire ouais. ça une semaine et puis vous en dire des nouvelles. Ouais. Mais tu peux nous en servir juste un petit verre, puis on vous donne notre avis cette semaine sur ce vermouth de Michel Jaudoin. Exactement. On va essayer de les trouver sur les réseaux, comme ça on va les... Oui, on ben va leur faire un petit clin d'œil, tu vois. d'ailleurs, si jamais ça vous tente, allez voir nos Instagram, parce que en stories, ou même sur Facebook aussi, on donne toujours notre critique de ce qu'on voit, et aussi des films et albums, livres qu'on recommande en cigare. Donc, allez suivre ça, puis sur ce, À la tienne, à la tienne. je faisais juste sentir. J'adore. Ouais, hein? Pomme, c'est très pomme. On sent la pomme. C'est sucré. Très sucré. Ouais, c'est sucré, mais, Mais c'est avec un petit c'est goût. plus doux. C'est un sucré doux. C'est pas Ouais. un pas. C'est pas un coup de sucre sur ta langue. quoi. Non, il y a un petit Ouais. côté acide à la fin. Ce Ouais. qui fait que c'est pas. Une légère acidité, ouais. Ouais, il y a une petite acidité quand même. Donc, Mm. on sent le sucré, mais avec effectivement une petite, Ah, j'aime bien ça. un petit dernier à la fin. C'est la première fois que je goûte un vermouth aux pommes. D'habitude, le vermouth, je prenais ça pour, tu vois, les martinis Oui, ou les... beaucoup plus. Quelque chose de ouais. très amer. Là, Ouais, on ouais. est vraiment. Puis c'est rarement... C'est la première fois que je vois un vermouth coloré. D'habitude, je le prenais très... c'était transparent, en fait. Intéressant. Ouais. Intéressant. Je Mais donne j'ai- une note positive à ce vermouth. Ben, je vais y laisser le temps de l'émission. Moi, je vais voir. Je vais voir au Ouais, fil- t'es au fil- toujours au à la fil. fin, toi. Ouais, là. moi, c'est à la fin que je donne mon avis. moi. Toujours à la fin. Voilà. Ben, avant de passer à la fin, on va passer à la musique, parce qu'il faut bien manger un petit quelque chose dans un apéro. Ouais. Tu voulais me parler justement parlant de changement ou d'absence de changement, Ouais. de Pablo Hasél, qui est un Ouais. rappeur espagnol, Ouais. mais qui est un peu mêlé à une histoire de monarchie, de Ben, plein d'affaires. Écoute, ce qui est arrivé, c'est que Pablo Hasél, ce rappeur-là, lui, c'est un rappeur très engagé dans le mouvement indépendantiste basque. Ouais. Donc, il rappe beaucoup par rapport à un parti politique qui était actif jusqu'en 2018, qu'on appelait l'ETA, qui était un groupe indépendantiste, mais d'extrême gauche basque. Pour les gens qui ne savent pas trop c'est quoi les Pays basques,
C'est normal parce que c'est pas nécessairement reconnu par l'ONU en tant que nation. C'est un pays qui est à cheval entre la France et l'Espagne au sud-ouest. Donc, il y a les Pyrénées. Et d'un côté, tu as les Pyrénées basques françaises, tu as les Pyrénées espagnoles-basques, excusez-moi. Puis voilà, lui, ce Pablo Hasél-là, ça a retenu mon attention cette semaine parce qu'il s'est fait arrêter pour une peine d'emprisonnement de 9 mois pour avoir rappé, fait du rap, fait du hip-hop, hip the hop. Ouais, c'est ça, il a été arrêté par les autorités espagnoles pour avoir rappé contre la monarchie espagnole, parce que oui, il y a une monarchie en Espagne. Ça fait un peu écho à notre émission de la semaine passée qu'on parlait un peu de la monarchie britannique, mais il y en a un peu partout en Espagne. Est-ce que tu penses qu'il va faire en Europe plutôt une entrevue avec Oprah Winfrey? Ils sont pas rendus là. Ils sont rendus à emprisonner. Ben, c'est ça, il peut juste pas se rendre. C'est ça, dans le fond, lui, le parquet espagnol l'a condamné à 9 mois de prison pour avoir fait l'apologie du terrorisme envers la monarchie espagnole et faisant l'apologie en même temps de l'indépendantisme basque. Ça a retenu mon attention parce qu'il y a eu 7 nuits de protestation. C'est-à-dire que pour les Catalans et tous les gens du nord de l'Espagne, parce que les Pays Basques, si je vous l'ai dit, c'est au nord-ouest de l'Espagne, mais au nord-est de l'Espagne, tu as une autre minorité, si tu veux, espagnole, qui sont les Catalans, qui eux, on vous rappelle, il y a eu un référendum en 2017 pour essayer de se... Voilà, indépendantistes, eux aussi indépendantistes de se défaire de... Qui a eu beaucoup de scandales pour une répression extrêmement violente, mais qui techniquement est passé. C'est un référendum qui dirigé par Carlos Puigdemont. Qui lui aussi est en prison, en fait. Lui n'est pas en prison. Lui, il s'est auto-exilé en Belgique. Parce que les autorités espagnoles veulent aussi sa peau au même titre que Pablo Hasél. Donc, Pablo Hasél, ce militant basque, lui, en fait, je fais vraiment un gros parallèle entre ce que Pablo Hasél vit en ce moment et l'affaire de Carlos Puigdemont et l'affaire catalane. Donc, on voit un peu qu'il y a beaucoup de mouvements indépendantistes en Espagne qui prennent de plus en plus de résurgence, mais que le pouvoir espagnol réprime totalement. Puis c'est intéressant de voir ça, parce qu'il y a beaucoup dans ce que j'ai pu lire dans les journaux et espagnols et internationaux que je vais te faire une mise à jour sur Carlos Puigdemont. Oui, justement, lui on lui a refusé son immunité européenne aujourd'hui même. Non, cette semaine. Le 9 mars. Le 9 mars, donc la semaine passée. On lui a refusé en fait l'immunité européenne parce que lui s'est exilé en Belgique. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, maintenant qu'il n'a plus l'immunité européenne, la Belgique peut l'extrader à tout moment en Espagne pour subir le même sort que Pablo Hasél, c'est-à-dire être en prison et réprimé pour ses gestes indépendantistes. Puis ce que je trouve intéressant de voir, c'est à quel point le gouvernement espagnol et la monarchie sont encore dans ces rouages un peu franquistes, c'est-à-dire qui remontent à l'époque pré-démocratique de l'Espagne. Parce qu'avant 78, l'Espagne, c'était dirigé par un seul dude pendant 35 ans, ce qui était Franco. Oui. Franco. Mais c'est quoi son prénom? Je me souviens plus. J'allais dire James Franco, mais ça, c'est un acteur. Non, c'est pas James Franco. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de journalistes qui disent que l'Espagne n'est pas arrivée au 21e siècle. L'Espagne est encore bloquée dans cette culture politique franquiste-là. Francisco Franco, c'est ça. Ça change pas. Qui était une époque où est-ce que justement, et les Catalans et les Basques ont été très, très réprimandés sous l'ère franquiste. Puis on voit la reproduction de ces mêmes logiques-là. Il faut faire attention parce que Franco... je pense qu'il est mort de vieillesse, hein? Oui, il est mort de vieillesse. De cause naturelle, ce qui est très différent du fascisme et du nazisme en Italie et en Allemagne, qui eux ont été chassés. On subi des coups d'État, oui, exactement. De façon violente. On se rappelle le fascisme en Italie. Mussolini a été planté sur la place publique. Le nazi, a été expulsé par les Alliés. Mais Franco en Espagne, lui, en fait, est mort de cause naturelle. Donc, est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'il n'y a pas une révolution finalement? Est-ce que c'est une continuité vers aujourd'hui de certaines formes de répression? En même temps, il
faut faire attention parce que c'est sûr qu'il n'y a pas grand pays qui sont contents de voir une indépendance de cette forme région, dont la Catalogne. La Catalogne? La Catalogne. La Catalogne, parce qu'en anglais, c'est... Là où on trouve, par Catalogne. exemple, la ville de Barcelone. Qui, elle représente une énorme partie du PIB du pays, donc Exactement. beaucoup de rentrées économiques. Exactement. Pays basque. D'ailleurs, fun fact, les Pays basques, je ne sais pas si tu savais que la langue basque, Oui. c'est une langue qui n'est pas indo-européenne. Non, c'est une langue qui... En fait, ce serait les Basques représenteraient un peuple primitif, en fait, un peuple autochtone de l'Europe, Oui. on date sa présence en Europe à 5000 ans avant Jésus-Christ. Wow. Ça veut dire bien avant l'arrivée des Indo-Européens en France, Oui. En Europe, excusez. D'où le fait que la langue, en fait, est restée extrêmement absente de... Donc, c'est pas une langue indo-européenne. Non, pas du tout. Serait réfugiée dans les montagnes des Pyrénées. Exactement, c'est vraiment... C'est les Autochtones européens, en fait. Bien joué. C'est des Autochtones Et européens. je donne un deuxième fun fact. Le mot orignal est basque. Le mot quoi? Orignal. Orignal. Oui, parce que les Français disent le mot élan. Ils disent des élans pour ouais. les orignaux, hein. Mais le mot orignal viendrait du basque orignac parce que les Basques, dans les années, je crois que c'est 900 ou 1000, étaient des pêcheurs finalement qui seraient débarqués sur les côtes nord-américaines bien avant Bien Jean avant Cartier. Christophe Colomb. Puis de... Oh oui, tu sais, les grandes découvertes, c'est un mythe. Là. Ah, j'ai un autre fun fact sur les Basques. Alright, vas-y donc. Savais-tu que chez les Basques, il y a un gros folklore basque qui est, Oui. au même titre que chez les Celtes et tout, ils vénèrent des dieux et tout. Ok. Mais chez les Basques, c'est des déesses. Il n'y a aucun dieu homme, ouais. que des déesses femmes. C'est intéressant. Juste des femmes. Juste des femmes. Ils sont post-féministes, puis on le savait même pas. Non, ils étaient féministes avant même l'ère du Ben oui. féminisme. Ouais, exactement. Ah ouais? Ah ben, Ouais. chapeau basque. Ah, vraiment. Puis, ils ont même leur sport à eux. Vous savez de ça? Ben Ils non. ont créé un sport à Ben eux parce que voyons. le sport de rue, c'est quelque chose qui est très, très présent chez les Basques. OK. Puis, un des sports de rue très, très populaire, c'était genre une forme de squash / handball. C'est genre, c'est un peu du handball, mais avec une raquette, puis tu cours. En tout cas, je connais pas, j'ai pas trop vu les règles. Ouais. Mais bref, ils ont leur propre sport à eux, tu sais. Ils ont vraiment une culture très, 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 très riche, avec une langue très, 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 très ancienne. Puis, C'est intéressant. donc, ils ont une histoire. Je peux comprendre qu'un peuple aussi établi culturellement et socialement, géographiquement, là où ils sont, réclament leur En même souveraineté. temps, est-ce qu'il y a déjà eu un référendum basque? Non, il n'y a pas eu de référendum basque, mais c'est-à-dire que jusqu'en 1516, les Basques étaient les Pays basques étaient complètement autonomes. Une république. C'était une république en soi. En 1516, ils ont accepté d'être sous la tutelle, en tout cas du côté espagnol des Pyrénées. Oui, parce qu'il y a aussi Ils ont- des Basques en France. Exactement. Ouais. Du côté espagnol des Pyrénées, ils ont accepté d'être sous la tutelle, entre guillemets, espagnole, tout en conservant leur autonomie. Mais en 1876, ben, ils se sont fait bien avoir parce qu'ils ont été complètement assimilés au pays espagnol. Et tu voyais que, par exemple, sous la franquiste, sous Francisco Franco, ben, on leur interdisait même de parler le basque. On a beaucoup essayé de Assimilé. les assimiler. On dit Ça me que... fait tu parlais d'autochtones Ouais. européens tantôt. Ouais. Ça me fait un peu un parallèle avec ce qu'on a essayé de faire ici. La semaine passée, exactement, Malheureusement. à l'épisode... Ah oui, la semaine passée, à l'épisode 4, on parlait justement de ça, l'assimilation des Autochtones Ouais, ici au Canada. on n'a pas parlé la langue avec les pensionnats et tout. Donc, Mm. c'est un peu dommage de voir justement qu'on essaie d'assimiler un mouvement qui, en fait, probablement fait juste attiser encore plus la flamme basque indépendantiste, en fait. Parce Ouais. que c'est probablement plus tu vas essayer de réprimer une population, plus je pense qu'elle va vouloir sortir d'une union. Mais l'Espagne a pris un peu avec justement ces mouvements-là indépendantistes. Puis j'ai l'impression que effectivement, elle ne sait pas trop comment. Elle est un peu gérer. victime de sa propre culture politique, de ce que j'ai pu comprendre. OK. Elle est un peu victime de justement de... Pas victime, mais bon... Une culture politique teinte un gouvernement, veut pas. Là, Ouais. je veux dire, le gouvernement démocratique espagnol, il est ultra récent. 1978, tu te rends compte, c'est ultra récent. C'est pas loin, c'est pas Puis, loin. par exemple, entre la mort de Franco en 75, quelque chose comme ça, et l'écriture de la Constitution espagnole, il y a eu 3 ans que c'était le roi Juan Carlos, je sais pas quoi, qui était
le chef de l'État. Donc, d'où encore, jusqu'à très récemment, la monarchie espagnole était très présente dans la gouvernance. Elle est probablement à un certain niveau. Elle l'est encore à un certain niveau. Si à ce jour, tu n'as pas le droit de rapper contre eux, comme Pablo Hasél s'est fait arrêter Il n'a pas rappé contre le gouvernement, il a rappé contre la monarchie. Contre la monarchie, et il a fait l'apologie de l'ETA, qui est un regroupement considéré comme terroriste en Espagne. En Europe, il était considéré comme terroriste jusqu'en 2018, mais en Espagne, jusqu'en 2018. Donc, en 2018, c'est devenu... c'était juste considéré comme un mouvement indépendantiste, mais en Espagne, il est toujours considéré comme un terroriste. En Grande-Bretagne, l'ETA est considéré comme terroriste. Au Canada aussi, le Canada aussi considère l'ETA comme étant un mouvement terroriste. Ça, le terrorisme, c'est un mot qui est extrêmement... tu peux lui donner... il n'a pas de... En fait, parce que à la base, le terrorisme, on ne va jamais faire l'apologie de la violence. Non. Mais, comme on l'avait déjà dit, toi et moi, c'est une forme de répression. C'est une réponse violente à un cas d'injustice qui est soit figuré ou réel. Ou réel, exactement. Donc, effectivement, tu peux dire qu'ils sont terroristes, d'autres vont dire que c'est un mouvement indépendantiste ou un mouvement révolutionnaire. Il y a plusieurs manières de le qualifier, finalement. Exactement. Mais ça fait penser un peu aussi à l'Irlande avec... l'IRA. l'IRA, ouais. L'IRA. Moi, l'IRA qui était The Irish Real Army. Ouais. C'est encore un mouvement terroriste. Oui, considéré comme étant terroriste. Puis, plus ça change... Plus c'est pareil, parce que, d'ailleurs, Pablo Hasél, c'est pas le premier rappeur à recevoir des foudres du gouvernement espagnol. Il y a un autre rappeur qui s'appelle... j'avais noté son nom, encore une fois. Il s'appelle Josep Valtònyc, qui, lui, a fait exactement comme Carlos Puigdemont. Il a foutu le camp en Belgique. Ah ouais. Puis, il a foutu le camp en Belgique, puis la Belgique refuse de l'extrader en Espagne pour subir le même sort que Pablo Hasél, tu sais. Ouais. C'est intéressant de voir justement cette dynamique-là intra-européenne, que même entre les pays membres de l'Union, il y a encore... Est-ce qu'il y a eu un accord, puis que ça soit aussi pas facile? Non, pas du tout. Je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, là, il y a le gouvernement espagnol qui, lui, était comme... l'Union européenne n'a aucunement le droit de faire ingérence dans nos affaires judiciaires internes du pays, alors que là, la Belgique, jusqu'à la semaine passée, refusait d'extrader Carlos Puigdemont et refuse d'extrader le rappeur Josep Valtònyc. Tu vois qu'il y a une dynamique aussi intra-européenne qui tend à vouloir... Ça ne m'étonnerait pas que d'ici 10 ans, l'Espagne fasse un Spengzit? Spengzit? L'espagnol, non? Je vais le trouver. En tout cas, pour faire une petite transition avec notre prochain sujet, on peut dire que les rappeurs espagnols et le gouvernement espagnol ne sont pas... ils n'ont pas les pendules à la même heure, hein? C'est pas pire, hein? Très fort, parce que justement, on va passer à notre prochain sujet, qui est l'apéro. C'est le temps de prendre l'apéro. Tu voulais pas parler un peu des heures? C'est l'apéro, les heures. C'est là. Je peux en parler tout de suite. Parce que je faisais faire une petite transition entre justement le changement d'heure puis le prochain apéro. Mais regarde, j'ai faim. On fait la musique tout de suite. Je vais te parler du changement d'heure parce que cette semaine, on a justement changé l'heure. Pour ceux qui ne savent pas, qui ont aussi dormi dans une grotte en n'écoutant pas Apéro Cigare, au mois de novembre, je pense, octobre-novembre, on met l'heure à avancer. Donc, on gagne une heure finalement. Et quand on arrive au mois de mars, on ravance l'heure. Ça vient de où, ça, tu penses, Mébaré? Je dirais que ça sonne très début 1900 pour l'ère post-industrielle. C'est bien joué. Ça ressemble à ça. Première guerre mondiale. En fait, même avant ça, faut pas se rappeler que, petit topo, l'heure était toujours pareille partout. En fait, à la base, chacun avait sa propre heure. Tu sais, je veux dire, en Suisse ou en Espagne, où moi je sais qu'il est 9h05, puis toi tu décides qu'il est 10h15, ben regarde, il n'y a pas personne qui régit l'heure dans chaque même, on peut dire pays, mais même avant ça, il y avait des nations ou des sociétés. En fait, c'est arrivé dans les années fin 19e siècle, où on a décidé, effectivement, c'est d'ailleurs, là je salue ma copine, qui est italienne, avec l'italien Giuseppe Barelli, qui lui a dit, bon ben là, ça serait le temps qu'on ait un système qui soit unifié, pour qu'on soit capable de savoir il est quelle heure, je m'en vais où, etc.
Et on est arrivé justement avec ce système-là qui fut adopté en 1884 avec le système de fuseau horaire. Donc, 24 fuseaux horaires. Puis si moi, je suis à tel endroit, puis je vais à l'est, ben, je rajoute 1 heure. Puis si je vais à l'ouest, ben, j'enlève 1 heure. Puis c'est là que ça a créé le système de fuseau horaire. Et quand on est arrivé au courant de la... Donc là, on est à la fin du 19e siècle. Quand on est arrivé début du 20e siècle, Première Guerre mondiale, là, la France et d'autres pays veulent sauver de l'électricité parce que charbon, pétrole, on veut essayer de l'économiser parce qu'on veut faire la guerre. Donc, si on ajoute le nombre d'heures d'enseignement, donc en novembre, on recule l'heure, ben, on peut commencer plus tôt avec le soleil, donc sauver en électricité, produire plus. Et à la fin de l'hiver, ben, on remet l'heure à sa place. Comme ça, ben, on est toujours au maximum du nombre d'ensoleillements, ce qui permet en fait de sauver en termes d'électricité pour chauffer, pour faire tout ce qui est l'industrialisation. Donc, tu avais un peu raison, en fait, c'était vraiment un niveau industrialisation aussi. Mais récemment, en fait, c'est là où on se pose la question. Il y a un débat à savoir, c'est-tu encore nécessaire, c'est ça? Je sais pas. Je te pose la question, c'est-tu encore nécessaire? T'as-tu lu par rapport à ça? T'as-tu vu des gens qui disaient oui, des gens qui disaient non? C'est quoi le débat? Parce que moi, tout ce que je peux dire, c'est que depuis qu'on a on a avancé l'heure avant hier? Depuis qu'on a avancé l'heure, on dirait que je suis plus heureux parce que il est 19h puis bientôt, puis le soleil est encore là. Ça me rend heureux. Ouais, ben, je sais pas. De un, on sentait que le système-là est archaïque, c'est-à-dire qu'il était fait pour... Tu te lèves à 6h du matin pour travailler plus dans une usine. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de faire ça? Je te pose la question, je sais pas, tu sais. Fait que moi aussi, effectivement, je suis un peu perplexe par rapport au changement d'heure. Il y a beaucoup de pays maintenant qui ont fait des référendums, des votes. Des référendums? Oui, je pense que... Je veux pas... c'est bien intense. Ben, je veux dire... En même temps, oui, parce que tu demandes la vie du monde qui ont vécu plus de 60 ans, 70 ans comme ça. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas une grosse décision quand même, là. Changer 1 heure, c'est pas... c'est pas banal. Donc, il y a quand même beaucoup de pays qui se questionnent. Est-ce que je devrais changer d'heure? Et le gouvernement actuel, ici au Québec, avait proposé finalement de abolir ce système-là parce que beaucoup de pays l'ont fait. D'ailleurs, même, on me signale ici qu'en Alberta, il va y avoir un référendum sur le changement d'heure. En Alberta, ah ouais. Ouais, là, c'est le journal L'Actualité qui me dit ça. Là, je vous dis ça avec mes recherchistes en ce moment. Ben oui, c'est en régie. Attends un peu. Voilà. Bernard de Rome style. Moi, je pense qu'on devrait arrêter ça. Bien honnêtement. Fun fact. Vas-y donc. Parce que tantôt, on va sûrement parler, quand on va parler de géopolitique, un peu parler de la Corée du Nord. Ça veut dire que Kim Jong-un, il y a comme quelques années... Il a changé l'heure. Il a créé son propre fuseau horaire qui était comme décalé d'une demi-heure sur tout le monde là, autour de lui. Il était comme, c'est mon heure. C'est la souveraineté horlogère. Qu'est-ce que tu fais? Je fais quoi? J'arrive en Corée du Nord. Comment j'ajuste ma montre d'une demi-heure? Ils vont sûrement te le dire dans l'avion. Ouais, hein? Il y a rien qu'une compagnie qui dessert la Corée du Nord. Ouais, puis de toute façon, c'est pas si facile de rentrer. Non, vraiment pas. Une demi-heure. Lui, il a décidé qu'il... Il était comme une demi-heure décalé autour. Là, et la Chine, et la Vietnam. C'est la première fois que Kim Jong-un fait un compromis. Tu sais, une heure, une demi-heure, une demi-heure. Là, du go, mon heure. Oh, ouais, c'est mon heure. Mais moi, j'aimerais ça, genre 9h15. Tu parlais tantôt de James Franco. T'as-tu checké le film c'est quoi? C'est le Dictator avec Sacha Baron Cohen? Ça c'est non, pas ça. Non, je parle avec Seth Rogen puis James Franco qui vont en Corée du Nord. Non. Tu l'as pas vu? Non. Mais faut que tu checkes ça. Je regarde ça. C'est bon, c'est vraiment Et toi, bon. tu penses qu'on devrait changer l'heure ou pas changer l'heure? Moi, si je te dis que plus il y a d'heures d'ensoleillement dans une journée, plus je suis heureux. Fait qu'on laisse ça comme ça. Qu'on laisse ça comme ça? Ouais. Pas comme c'était, mais comme en ce moment. Cette heure-là. Là, ouais. Fait qu'on... Ce pattern-là, je l'aime bien. Ouais, hein? Je sens un peu une énergie qui est rajoutée. Surtout avec la COVID, on dirait que tout devient difficile, tout devient plus ardu. Fait qu'au moins, avec un peu d'ensoleillement davantage, les journées rallongent, ce qui est déjà une bonne chose. Moi, je pense que j'enlèverais ça. Il n'y a pas rien que ça qui rallonge aussi. Ils ont rallongé aussi le... Je te voyais pas venir là-dessus. Le couvre-feu. Non. Oui. Oui, mais on en parle tantôt, parce que là, c'est notre premier sujet. Fait qu'on fait une petite transition musicale? Musical? Comme sur Broadway. Ouais, parce que on va parler de géopolitique.
Parlant de choses qui ne changent pas, c'est bien la géopolitique. Il y a beaucoup de patterns qui reviennent, hein? Ouais, hein? Plus ça change, plus c'est pareil. Yeah. Justement, cette semaine, je disais qu'il y avait Londres qui disait qu'il voulait augmenter sa capacité nucléaire en 2020, 2021 d'ailleurs, je suis déjà rendu en 2021, qui veut augmenter sa capacité nucléaire. Je trouvais ça un petit peu, je comprenais pas. Je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, quand la force nucléaire de plus en plus devient désuète, la force militaire aussi devient de plus en plus désuète, je ne comprends pas pourquoi un pays occidental avec une force nucléaire voudrait l'augmenter. Ça, c'est un. La deuxième chose, la Corée du Nord qui menace les États-Unis. Quand même, c'est surprenant, on va se le dire. Sinon, il y a aussi... Il menace avec quoi? Je sais pas, avec le changement d'heure, peut-être bien. Non, mais je vais en parler tout à l'heure. OK. Sinon, on parlait aussi, on veut parler de 10 ans. Parce que ça fait déjà 10 ans que la série est en guerre civile. C'est triste, on va se le dire. J'ai des facts pour toi qui sont pas fun, mais on en parle. Il faut en parler. Faut les dire. On a première autochtone aux États-Unis qui accède au cabinet du président qui s'appelle Deb Haaland. On en parle également. C'est quand même... plus ça change, en fait. Là, il y a un peu de changement. Non, ça, je suis down. Très, très content. On en parle. Donc, on parle de géopolitique mondiale. Tu veux nous parler justement de ça, en fait. Puis, de géopolitique mondiale, de ça. On peut commencer sur le nucléaire, ça te tente-tu? On y va sur le nucléaire. Parce que c'est un sujet qui est chaud. Ben écoute. Très bouillant. Tu viens de dire que c'est la première fois... tu viens pas de le dire, mais je te le dis. C'est la première fois en 30 ans que la Grande-Bretagne annonce qu'ils vont augmenter leur capacité nucléaire. Puis on parle pas de leur capacité nucléaire pour faire de l'électricité. Là. On parle vraiment de capacité d'offensive nucléaire. Puis c'est d'autant plus intéressant de voir ça arriver comme on est quoi, début mars? On est quoi, le 17 mars? Quelque chose comme ça? 15 mars? Anyways, 15 mars. Alors que le 22 janvier 2021 a été signé le traité sur l'interdiction des armes nucléaires élaboré sous l'égide de l'ONU. Donc ça, c'était un traité qui a été, comme je viens de le dire, élaboré par l'ONU et qui a été signé par 51 pays. Il fallait 50 pays pour qu'il soit ratifié. Donc 51 pays ont signé pour que l'utilisation d'armes nucléaires soit, selon le droit international, considérée comme totalement illégale. Intéressant de voir que sur les 51 pays qui ont ratifié ça, aucun des 9 pays possédant l'arme nucléaire n'ont signé ça. Surprise. Puis ça m'amène à parler d'un concept en relations internationales qu'on l'a vu durant notre baccalauréat, je peux t'en souvenir, ça s'appelle le dilemme de sécurité. Ouais. Puis le dilemme de sécurité, en gros, c'est quoi? Est-ce que tu as une petite idée de c'est quoi? Puis si je vais te... si je le dis, là, ça brise tout le punch. Ça brise tout le punch? Ça brise tout le punch. Mettons, OK, regarde, on va faire une simulation. Je suis un autre pays, l'Iran. Ou non, ça va créer d'autres... Tu es la Russie? Je suis la Russie. Je suis les États-Unis. Tu es les États-Unis. On est en pleine guerre froide. On n'est pas en pleine guerre froide. Selon les relations internationales, là, on est tout le temps en relations internationales, puisqu'il n'y a pas de gouvernance mondiale, dans le sens une institution qui chapeaute tous les pays, on est dans une anarchie constante. Toujours. Exactement. C'est comme un plaque tectonique qui un sur l'autre, puis là, chacun s'intéresse. Chacun a ses intérêts, chacun veut sa sécurité. Tout à fait. Chacun voulant sa propre sécurité va s'armer. Clairement, parce que c'est une force de dissuasion, donc si tu sais que je vais te taper sur le caboche, je n'irai pas chez vous. Toi, tu sais qu'on peut faire la même chose, fait qu'on reste à distance. Le dilemme est que moi, ma sécurité, c'est mon intérêt. Donc, moi, en augmentant mon intérêt, ma sécurité, je déstabilise la sécurité globale, la sécurité mondiale. Parce que toi, en me voyant me sécuriser comme ça, toi, tu vois ça comme une offensive envers toi. Tu vois ça comme une déstabilisation. Tu as peur. Donc je me sens affaibli. Tu t'en affaiblis. Donc, toi aussi, tu vas aller chercher ça, des armes. Tu comprends? Oui, clairement. Puis, inévitablement, le dilemme de la sécurité, qu'on peut représenter par un serpent qui se mord sa propre queue, ça va créer une course aux armements. Toi, tu voulais t'armer au départ pour avoir un avantage par rapport à moi. Pas nécessairement un avantage, juste de la sécurité. Ouais, mais tu voulais dire j'ai plus de force de frappe que moi, donc je suis en sécurité. Exactement. Mais là, j'ai augmenté ma force de frappe pour être égal à toi, fait que là, tu te sens plus en sécurité. Fait que là, tu augmentes ta force de frappe pour être en sécurité. Mais moi, je te vois ça, fait que c'est comme il y a comme un effet d'entraînement. Exact, une escalade. La guerre froide, c'est ça. C'est très intéressant que tu viennes t'amener ce point-là parce que là vient le débat de
comment tu t'armes? Est-ce que tu t'armes de façon offensive ou tu t'armes de façon défensive? Donc, tu as le dilemme, dans le dilemme de sécurité, tu as le dilemme offense-défense. Oui. Donc, est-ce que tu t'équipes d'ogives nucléaires ou tu t'occupes d'armes que tu proclames de défense? Bon, cette théorie-là, pas cette théorie-là, mais ce concept-là, il est beaucoup remis en cause parce que, dans les faits, une arme, c'est une arme. C'est juste sur papier, si tu dis qu'elle est offensive ou défensive, que ça va changer, parce qu'en vrai, un missile, c'est un missile, puis une batterie anti-missile, c'est des missiles. Je sais pas si tu comprends. Ben oui, même un TAD, tu peux le tirer. Un TAD étant? TAD, c'est le nom du système anti-missile américain, donc de défense anti-aérien. Ouais. Mais à la base, tu peux le tirer. Donc, n'importe quelle arme, comme tu dis, même si elle est défensive, si tu la lances sur quelqu'un, on s'entend que, comme tu dis, une arme, c'est une arme. Exactement. Puis on peut même, en fait, y aller avec le même dilemme à l'intérieur même d'un pays, ou avec les États-Unis, par exemple, où si tu dis, toi, tu es dans un quartier, tu as le droit d'avoir une arme, donc tu prends une arme, mais là, moi, je me sens pas en sécurité, fait que je m'achète une arme, mais là, toi, tu te sens pas en sécurité parce que je suis rendu avec la même arme que toi, fait que tu te prends une meilleure arme encore, fait que là, on finit avec des armes semi-automatiques, puis le danger, en fait, c'est que Mané, il y a juste besoin d'avoir une balle qui se lance, puis là... Exactement. C'est la même chose à l'échelle internationale. Si, moi, le matin, je décide qu'il y a quelqu'un, mettons, qui a les cheveux jaunes puis la face orange, qui décide de peser sur un bouton rouge, puis qui lance un missile, mais là, toi, si tu répliques, ben là, je veux dire, c'est l'autodestruction. Exactement, puis ça m'amène à parler de... En tout cas, les grands auteurs qui ont théorisé ça, le dilemme de sécurité, te disent que la guerre, c'est un état d'échec de la communication entre les différents acteurs. D'où le fait, fun fact, le téléphone rouge durant la guerre froide, ça te dit quelque chose? Oui. C'était une ligne téléphonique directe entre le bureau ovale dans la Maison-Blanche américaine et le bureau soviète dans le bureau des soviétiques au Kremlin. Oui. Donc, c'est ça. C'est comme tu dis, il suffit juste du premier qui va faire de quoi. Il faut toujours se... En tout cas, j'ai plein de concepts qui se bousculent dans ma tête parce qu'on pourrait parler de théorie des jeux aussi, à savoir quel est l'acteur... Le dilemme du prisonnier. Mais il y a d'autres choses. On reste dans le nucléaire parce que ça me tente de rester dans le nucléaire. Là, j'ai pas... Sais-tu pourquoi certains États comme la Corée du Nord cherchent à se doter de l'arme nucléaire? Ben, j'ai une petite idée, mais vas-y donc. Parce que se doter d'armes nucléaires, comment tu peux voir ça, imager ça, c'est comme se créer un parapluie autour de ta nation. C'est comme sanctuariser ton pays. C'est une énorme force de dissuasion. C'est une énorme force de dissuasion qui te permet de garder la mainmise que tu veux avoir sur ton pays après, tu comprends? Oui, parce que tu dis, toi, tu m'envoies ton arme nucléaire. Moi, je peux t'envoyer la mienne. Moi, j'envoie la mienne, puis on s'auto-détruit. Dilemme de sécurité, donc le dilemme du prisonnier. Mais à l'extrême. Exactement. Poussé à l'extrême. Donc voilà, le dilemme de sécurité renvoie à toute cette notion d'anarchie entre les pays, dans les relations internationales du moins, que chacun va œuvrer pour ses intérêts, veut pas, pour sa sécurité, veut pas. Puis c'est un concept qui s'appelle le réalisme politique, puis c'est le réalisme en sécurité aussi. Donc... Par contre, on peut parenthèse sur le nucléaire justement. Vas-y. Dans une certaine manière, ça a un peu fonctionné dans la mesure où deux puissances qui ont tous les deux l'arme nucléaire, effectivement, sont beaucoup plus hésitantes à entamer justement des hostilités parce qu'il y a une certaine forme de crainte. Ouais. Bon, ça amène aussi l'effet inverse, c'est-à-dire il y a un danger que si à un moment donné, il y a juste une personne qui décide qu'elle appuie sur le bouton. Et là, on peut parler à une personne en Corée du Nord. Ça pourrait en faire en sorte qu'il y a un effet d'éboulement et là, l'autodestruction aussi. Totalement. Les effets sont juste énormes. Là. Les répercussions sont dévastateurs, mais ça peut aussi servir de dissuasion, en fait. Totalement. Ça réussit certainement. Puis, ça amène aussi... ça met en jeu aussi d'autres concepts de guerre, comme les guerres préventives. C'est comme tu veux prévoir ce que l'autre va faire. Donc quand le rapport de force se déstabilise dans un endroit que tu avais le rapport de force favorable pour toi,
tu fais une guerre préventive. C'est parce que en fait, tout ce que tu viens de dire, ça réfère au réalisme politique. Ouais. Totalement. C'est comme dès que tes intérêts sont un peu contrebalancés, il faut que tu agisses. Ouais. Puis c'est ça que tu vois, en fait, dans la dynamique des relations, de la géopolitique, en fait, puisque cet apéro traite de la géopolitique. Tu vois qu'il y a beaucoup de dynamiques qui reflètent tout ce réalisme politique-là, que chacun est un peu du chacun pour soi, tu sais. Ah, mais c'est le système de l'État-nation qui n'a pas évolué depuis Napoléon, en fait. C'est-à-dire que tu as un État qui contrôle son territoire, son administration et sa population. Et il n'y a pas... Même on pourrait dire, tu sais, on peut parler de l'ONU, puis beaucoup de personnes vont dire « Ah, mais là, l'ONU, c'est un système qui va nous dicter quoi faire. » Je me rappelle, tu sais, il y avait quand même certaines personnes qui avaient peur, en fait, de l'ONU comme étant le Big Brother, puis l'organisme le nouvel ordre mondial. C'est faux. L'ONU, c'est une plateforme de discussion entre des États. Mais l'ONU n'a aucun pouvoir de contraindre un État à faire quoi que ce soit. Non, chaque État est souverain. Chaque État clairement, membre si les États-Unis, même si une résolution de l'ONU qui dit « lance pas une arme nucléaire », si les États-Unis disent « je m'en fous, il va le faire. Je lance l'arme nucléaire », il la lance quand même. Donc, tu Ben, l'as dit, c'est anarchique. La preuve tout à l'heure, je te l'ai dit, sous l'égide de l'ONU, l'arme nucléaire est devenue, selon le droit international, complètement illégale. Ouais, puis pourtant, la Grande-Bretagne, exactement. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que une fois, là, tu vas me le dire, toi, tu étudies, en fait, tu fais ta maîtrise en relations internationales. Mm-hmm. Une fois que tu as l'arme nucléaire, là, une fois que tu as 1200 ogives, là, ben, qu'est-ce que ça te donne d'en avoir 2000? Parce que tu l'as, la force de dissuasion. Tu sais, mettons, tu t'en lancerais 4, puis ça serait genre 2 fois Nagasaki. Mais c'est le dilemme du prisonnier. Ouais, mais non, le dilemme de sécurité dont je parlais tout à l'heure. Mais pourquoi tu sais, je peux déjà autodétruire quelqu'un avec 20 ogives. Pourquoi j'aurais besoin d'en avoir 1200? Ben, j'ai pas la réponse à ça, parce que justement, c'est le dilemme de sécurité. Pourquoi? Avec une bombe atomique, c'est correct. Tu peux dissuader quelqu'un. Correct, mais pourquoi les États-Unis ont comme 2 fois plus d'ogives que la Russie, qui est le deuxième à en avoir après? Il y en a comme 5000, je sais pas combien, mais une méchante gang, là. C'est ça. Parce que c'est comme je disais tout à l'heure, si tu te sanctuarises de plus en plus, c'est comme si tu te donnais du capital de ton parapluie est plus fort. Ton parapluie est plus fort que le mien. Ton parapluie est plus fort que le mien. Juste ton parapluie est plus fort que le mien. C'est très qui pisse le plus loin, on dirait. Ouais, un peu, le voisin gonflable. Les belles de ta maison, je vais faire construire une plus grosse. Puis là, c'est un peu... En fait, c'est pas justement un jeu de vieilles personnes qui jouent avec des jouets, trouves-tu? Du verbe jouser. Jouser. 4e groupe, indicatif passé simple. Je joue. Mais ouais, non, mais clairement. Tu sais? Clairement, puis comme je tiens à le répéter, l'incertitude de ce que l'autre va faire va mener à ça. L'incertitude des intentions de l'autre acteur va mener à ça. D'où le fait qu'on va... Tiens, abordons l'Iran. L'Iran qui, eux, veulent enrichir de l'uranium. Bon, eux disent pas que c'est pour s'armer, mais c'est pour plutôt... c'est une force de dissuasion. Ben, eux disent que non. Eux disent on veut enrichir l'uranium pour une... Parce qu'eux, ils ont pas du solaire ou de l'éolien puis de l'hydroélectricité. Eux, ils comptent énormément sur le nucléaire Niveau énergétiquement. Donc, eux veulent absolument la levée des sanctions américaines, le retour aux accords de Vienne, ou le JCPOA, qu'on appelle, de 2015, qui est un accord qui leur permet de pouvoir enrichir de l'uranium. Puis, justement, cette game-là, tu sais pas si les Iraniens vont utiliser cette technologie-là pour réellement... se développer énergétiquement ou pour créer la bombe A, tu vois. Il y a une autre théorie des jeux, justement, sur le... Je sais que tu sais que tu sais, mais on n'aurait pas le temps d'en parler, mais effectivement, mais il y a aussi un aspect, tu sais, moi je te pose la question, si en ce moment l'Iran n'a pas aucun mécanisme pour créer une arme nucléaire, est-ce que tu penses que les États-Unis ne l'auraient pas déjà envahi? Les États-Unis ne veulent pas nécessairement l'envahir. Les États-Unis veulent juste pas qu'elle ait de l'arme nucléaire, parce que si elle a l'arme nucléaire,
dilemme de sécurité. Ouais. Tu vas avoir l'Arabie Saoudite qui est juste à côté qui va la vouloir, tu vas avoir la Turquie qui va la vouloir, puis tu comprends? Puis là, le rapport de force se déstabilise totalement. Et l'incertitude augmente, donc course à l'armement. Sauf que l'Iran, est-ce que tu penses que s'il ne développe même pas l'arme nucléaire, qui ne parle pas d'enrichissement de l'uranium, est-ce que tu penses que les États-Unis envahissent l'Iran le matin? Non. Non? Pourquoi? Non, tu vois clairement que, en tout cas depuis l'arrivée de Biden, il leur tente des perches. Mais surtout, mettons avec l'époque Trump. Sous l'époque Trump, totalement. Ouais, ben tu vois. Donc, il y a une force de dissuasion quand même. Mais c'est parce que sous l'époque Trump, c'est que Trump, il était pas du tout pour le dialogue, en fait. Parce que ce qui arrive avec l'Iran, c'est qu'eux ils veulent négocier dans leur intérêt, tu comprends? Puis justement, les accords de Vienne, le JCPOA, signé en 2015 sous l'ère Obama, il leur donnait une bonne marge de manœuvre, tu vois. Mais que sur le nucléaire. Ça concernait pas... parce que l'Iran, c'est à savoir qu'ils sont sous des... pas des embargos, mais des sanctions économiques. Des embargos, c'est une sanction. Des embargos, des sanctions. Ça fragilise parce que l'Iran exporte énormément de pétrole. Ouais. Et justement, les embargos sur les sanctions économiques ont un effet de réduction de l'économie iranienne, exact, qui, elle, fragilise l'économie du pays. Qu'est-ce que ça crée? C'est que ça fragilise aussi le gouvernement, parce que on pourrait parler de l'Iran avec justement la révolution contre le Shah des années 79. Justement, c'est à partir de ce moment-là. C'est environ à partir de ce moment-là que les États-Unis leur ont imposé des sanctions. Puis le JCPOA, signé en 2015, les accords de Vienne en français, leur permettant justement de pouvoir exploiter un peu d'uranium. Ces accords-là, ils concernaient que l'exploitation nucléaire. Mais ça parlait pas d'autres, par exemple du pétrole, comme tu viens de le parler, ces affaires-là. Donc, en ce moment, l'Iran montre les dents, entre guillemets, pour pouvoir se donner une marge de manœuvre dans leurs négociations. Puis, c'est ce que les négociations que Trump voulait pas absolument rentrer là-dedans. D'où le fait que lui est sorti complètement des accords de Vienne dès qu'il est rentré en poste en 2016. Puis, voilà. Est-ce que les États-Unis envahiraient l'Iran? Non, ils envahiront jamais l'Iran, c'est pas ça. Ils veulent juste pas que l'Iran ait les rênes de ce qui se passe au Moyen-Orient. Je sais pas si tu comprends. Ouais, ben les États-Unis ont toujours compté plus sur l'Arabie Saoudite et Israël pour qui sont un peu leurs bras armés au Moyen-Orient. Parce que dans l'époque du Shah, avant la révolution islamique, oui. l'Iran était en fait très proche des États-Unis. La poupée des États-Unis. Et de la Grande-Bretagne. Oh oui, littéralement. Et même, je pense qu'on pourrait dire à cette époque-là que l'Iran était peut-être même plus proche que l'Arabie Saoudite. Ouais. Bon, c'est sûr que l'Arabie Saoudite a toujours été un important joueur allié avec les États-Unis pour l'exportation de pétrole. Ouais. Mais la révolution islamique et toute, on pourrait dire, l'humiliation avec, par exemple, l'ambassade américaine et aussi, justement, le fait qu'il y a une guerre, on pourrait dire, stratégique régionale au Moyen-Orient entre l'Arabie Saoudite, l'Israël et l'Iran, et les États-Unis se sont positionnés pour l'Arabie Saoudite après l'humiliation, et aussi parce que les États-Unis ont peur d'une révolution islamique qui envahirait la région. Parce que, dis-toi que un gouvernement qui est religieux, qui prend le contrôle d'un pays, si toute la région du Golfe, c'est la même chose, il y a une déstabilisation. C'est pas des gouvernements qui sont très, très accueillants envers les États-Unis. Donc, il y a aussi, c'est stratégique pour les États-Unis, c'est aussi parce qu'ils sont positionnés avec les alliés saoudiens et israéliens. Il y a aussi une question d'humiliation par rapport au revers de la révolution islamique et de l'ambassade américaine qui a été prise d'otage et tout. Donc, il y a plusieurs éléments. Mais puis aussi, on peut parler avec l'Irak, on peut parler il y a une certaine forme de déstabilisation de la région, mais on pourra parler encore pendant longtemps. Moi, je vais te parler d'un autre sujet de plus ça change, plus c'est pareil. Malheureusement, c'est la guerre en Syrie qui maintenant fait 10 ans. Justement, des fun facts pour toi qui sont un petit peu tristes et fâchants. On reste dans la région un peu, justement. Oui, oui. Toute cette dynamique-là a rapport avec ce qui se passe en Syrie, là, by the way. À un certain niveau, absolument. Il y a 22 Syriens. Sur ces 22 millions... Pas 22... 22 Syriens. 22. Non, 22 millions. Okay. Sur ces 22 millions-là de Syriens, il y en a la moitié maintenant qui sont en exil. C'est quand même énorme. T'imagines, mettons, le Québec, là. C'est 4 millions de personnes qui vivent dans la rue
pour fuir des combats. C'est énorme, mais tu sais, au début, on peut parler de la de 2010 avec la manifestation pacifique qui a commencé par une répression violente de Bachar al-Assad. Moi, je pensais pas que ça allait durer 10 ans. T'sais, moi, dans ma tête, tu vois ça, puis tu fais, bon, ben, le Moyen-Orient aussi, ça nous apparaît loin, on va se le dire, au Québec. Tu voyais ça, puis tu fais, bon, ben, tu sais, une autre répression violente. Ou, tu vois ça un peu sans vraiment en faire de vagues. Puis là, 10 ans plus tard, le pays, les infrastructures, je pense que c'est 85% des infrastructures sont à terre. C'est des générations qui sont complètement sacrifiées, on va se le dire. Là, des enfants qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas de vie normale, qui fuient les bombardements. Il n'y a rien de normal là-dedans. Puis des gens qui sont en exil, c'est 387 000 Syriens qui ont perdu la vie. C'est vraiment triste, honnêtement. Puis c'est dommage parce que je vois pas vraiment la fin du conflit. Ça risque d'être en fait Bachar al-Assad qui reprend tout le contrôle du pays sous l'égide russe. Ouais. Mais c'est dommage. Parce que c'est intéressant de voir comment Bachar al-Assad il tient le coup, en fait. Parce que, par exemple, tu prends l'affaire avec Muammar Kadhafi en Libye. Oui. Lui, ça n'a pas été long qu'on l'a tué. Non. Saddam Hussein, ça n'a pas été long qu'on l'a tué. Mais il y avait... ces deux-là, en fait, c'est des influences extérieures. C'est-à-dire la France qui voulait Kadhafi dehors et les États-Unis qui voulaient Saddam Hussein dehors. Ouais. En ce moment, on a les États-Unis qui ils mettent pas tant les pieds. Là. Ils font de l'entraînement pour le terrorisme. L'antiterrorisme. Dans le nord du pays avec les Kurdes. Mais ils ne sont pas très impliqués. C'est la Russie maintenant qui a réussi avec la Syrie un énorme coup politique qui pratiquement, en fait, remis le régime sur son socle parce que Bachar al-Assad, ça tombait en l'envoi. Il n'y a rien sans Poutine. Sans Poutine. Rien. Sans Poutine et d'autres nations. Il y a d'autres pays qui le soutiennent aussi. Là. Oui, d'ailleurs l'Iran. L'Iran, Maduro, je pense aussi, au Venezuela. Il y a un peu une forme de contre... Il n'y a pas une sorte de guerre froide qui se dessine, trouves-tu? Ben, vois-tu, quand on parlait tout à l'heure de dixième de sécurité, il y a quand tu étudies un peu plus le concept, il y a un gros pan de ces études-là qui s'intéresse aux alliances, en fait. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, quand les États-Unis ont 1 million de têtes d'ogives nucléaires, mais les autres pays n'ont pas le choix de faire des alliances idéologiques ou des alliances... Le bandwagon effect. Exactement. L'effet d'entraînement où, moi, je me positionne contre une puissance en formant une alliance. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tu vois que Bachar al-Assad, il tire toute sa légitimité dans ses alliances, surtout avec la Russie et d'autres pays qui soutiennent le régime russe. Qui, d'ailleurs... Biden, sais-tu qu'est-ce qu'il a dit cet après-midi sur Poutine? Il n'a pas été tendre, hein? Non, il n'a pas été doux. C'était pas une petite barre tendre douce. Non, c'était plus une valeur nature. Non, il l'a traité de tueur. Quand même. Ouais, il a dit que Poutine avait on pourrait le comparer à un tueur puis que ça sera pas trop long qu'il va subir les conséquences de ses actes. Pour avoir essayé notamment d'ingérence durant le vote en 2020, l'élection américaine en 2020. C'est vraiment un changement de paradigme avec Donald Trump qui était extrêmement pas proche, mais on pourrait dire qu'il y avait très peu de confrontation avec la Russie. Ouais. On va se le dire, un président qui était beaucoup plus autoritaire, Trump, qui voyait un peu un modèle en Poutine. Contrairement à Biden, qui lui va revenir à une politique un peu plus traditionnelle, et là où on va voir la Russie apparaître comme un ennemi. Mais on pourra en parler pendant encore 2 jours, mais Barack, on va en reparler dans les prochaines semaines parce qu'effectivement, c'est, je dirais, en très bonne partie ton sujet de prédilection. Certain. Puis juste pour faire un effet de wrap-up, parce qu'on a commencé avec ça, avec la Grande-Bretagne qui augmentait son arsenal nucléaire. Première fois en 30 ans qu'ils font ça. Sais-tu la raison pour laquelle ils ont dit ça? Sais-tu la raison qu'ils ont avancé pour justifier justement le fait qu'ils pompent plus d'argent vers les arsenals nucléaires? C'est en fait qu'ils ont peur pour des attaques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires de la part d'acteurs incertains selon eux, dont la Russie et la Chine.
On parle de Russie, on parlait justement de Russie. On parlait aussi de dilemme de sécurité avec l'incertitude des autres acteurs. La Grande-Bretagne s'inscrit totalement dans le réalisme politique en ce moment, dans leur façon d'agir Puis qui internationalement. vient, selon moi, et c'est mon opinion, pour résumer ce que tu disais, de fait qu'il y a des puissances qui aujourd'hui, il y a un multipolarisme qui se crée. Donc, il y a des nouvelles puissances qui émergent du fait de la globalisation. Ça a créé du succès économique dans différents pays émergents qui ont un poids démographique de plus en plus important. On va se le dire, il y a des pays qui sont extrêmement jeunes, qui ont une main-d'œuvre qui de plus en plus grimpe en termes de classe moyenne. C'est des pays qui veulent avoir une place sur l'échiquier mondial. Ouais. Et en période on va se dire d'une absence de conflit, comme c'est le cas depuis à peu près 70 ans maintenant, ben, ils ont le temps de se développer et aujourd'hui ils veulent être entendus. Ils se sont développés une identité politique. Ouais, Il ne faut pas oublier que le post-colonialisme, c'était juste il y a 50 ans. Il y a beaucoup de nations qui viennent de se développer une identité politique. Là. Puis c'est toutes les institutions, tout le système en place a été créé par les puissances occidentales. Les États-Unis en tête de liste, mais aussi l'Europe qui a créé... Ouais, la Grande-Bretagne, la France et tout. Hein, et ces puissances-là, comme la Chine, la Russie, le Brésil, eux, en fait, veulent révolutionner, veulent avoir leur mot à dire, leur image aussi sur ces institutions-là. Et on voit que même créer des institutions de leur côté, l'organisme de coopération de Shanghai, la Banque de développement sud-asiatique, l'accord de libre-échange entre les 15 pays d'Asie. Donc, en fait, ça part même du fait qu'il y a des puissances qui deviennent de plus en plus des rivales, on pourrait dire, stratégiques. La Chine, avec les États-Unis, la guerre sino-américaine, on pourrait dire que c'en est un exemple. Aujourd'hui, la Chine, économiquement, elle va dépasser les États-Unis bientôt. Militairement, se rapproche des États-Unis. Donc, les puissances comme la Grande-Bretagne ont peur, comme tu dis, s'arment. Et est-ce que le changement de dixième de sécurité va s'enclencher et ça va créer un effet d'entraînement qui soit un peu... C'est intéressant que tu parles d'hégémonie. Hey, on pourrait en parler pendant des heures. Parce que justement, la Grande-Bretagne se lance justement dans un projet qui s'appelle le Global Britain. C'est comme, avec leur Brexit, ils veulent essayer de regagner une certaine forme d'hégémonie internationale. Et comme premier geste, ben pourquoi pas avoir plus de givre? Mais ma vitre est un jardin de givre. Oh là là! Un petit extrait de Nilligan, mais c'est pas la même... Ogive puis givre, c'est pas... Ouais, non. Non, c'est pas la même chose. Mais givre, c'est ce qu'il va avoir s'il y a un hiver nucléaire. Oui! Ah. ça sera pas chaud. C'était notre... On continue-tu de parler de ça ou ben? Ah, t'as le goût, je sais que J'ai t'as le goût, hein? Ah, je J'ai sais des que t'as fun le goût. facts, mais... Ouais? Tu veux qu'on jase pas de pandémie? Non, on peut jaser de pandémie. Ah ouais, on jase de pandémie. On fait une petite Jase de pandémie. Parlant de pandémie, t'es sûrement le premier qui a fait des zooms, comme moi pis toi. Oui. On est tout le temps en zoom. Oui. Mais je voulais j'écoutais la radio tantôt, je vais pas la nommer, mais clairement, si ça l'écoutait, elle va se reconnaître. Et puis, il nous parlait d'une application qui s'appelle Zoom Escape. Ça, c'est vraiment cool. Ok, c'est ce que tu m'avais jasé tantôt, ouais, c'est bon. Zoom Escaper, c'est vraiment cool, ok? Mettons que tu es dans un Zoom depuis 1h30 avec ta prof, ton boss, peu importe. Puis que tu es comme, pour vrai, j'en ai plein mon casse. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est que tu peux télécharger, j'allais dire downloader, télécharger en français, l'application Zoom Escaper et tu peux, Zoom Escaper, cette application-là, en fait, crée des sons qui va te donner une excuse pour dire il faut que je m'en aille de mon meeting. Comme des bruits de construction, des chevaux en bas d'un tunnel, le Wi-Fi qui part, un bébé qui pleure, peu importe. Fait que, bref, si jamais vous êtes dans un meeting Zoom, vous n'en avez plus capable, vous êtes plus capable, regarde, vous téléchargez Zoom Escaper, vous dites je suis désolé, mais il y a de la construction chez mon voisin, je te rappelle tantôt. Bon. Tellement bon. C'est fou quand même de penser qu'il y a des gens qui ont créé des applications pour s'adapter à une pandémie mondiale. Ben oui. C'est spécial. Puis ça amène justement, mes barrecs, le prochain à ton sujet. Ah, mon sujet. Ah, mais ça, là, tu viens de parler, justement, oui, c'est ça. Ça me fait penser à une série que j'écoute en ce moment. Ça s'appelle Tout part en fumée. Oui. C'est sur Netflix. C'est une série... l'acteur principal, si les gens connaissent Serge le Mito, c'est une chaîne YouTube très, très populaire. C'est comme des capsules d'un gars qui fait juste mentir. Serge Mito, c'est l'acteur principal de cette série-là.
Et justement, lui, c'est un businessman qui essaie de trouver des idées de business. D'ailleurs, il veut comme ouvrir un coffee shop dans la boucherie cachère à son père. Bref. Et une de ses business qui a floppé, justement, c'est l'application Tunnel. C'est quand t'es écœuré de parler à quelqu'un au téléphone, tu fais juste dire « Ah, je suis dans un tunnel », puis quand ton téléphone reconnaît le mot tunnel, ben il commence à avoir des grésillements, des affaires de la même, fait que là, tu peux juste raccrocher. Mais dans la série, c'est un flop total, cette application-là. Fait que je sais pas si Zoom... Ouais, ça va fonctionner. Zoom Escaper. Zoom Escaper. Ah ben, je rentre dans un tunnel, là. Je rentre justement. Mettons que toi, mes baraques, t'es tanné de faire l'apéro avec moi. Ouais. Tu peux juste télécharger Zoom Escaper. Ouais. Puis, Là, ça y a un gros ah, écran de fumée, puis je crise mon cœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, on en rit un peu, mais on parle de pandémie parce que ça fait maintenant 1 an depuis, comme on avait dit le 11 mars, que la pandémie s'est déclenchée. Officiellement, selon l'OMS, parce qu'on se disait que finalement, les cas est arrivé beaucoup plus tôt. Ouais. Mais je voulais te parler justement de l'impact que ça va avoir, parce qu'on parle de justement changement. Plus ça change, plus c'est pareil. Mais moi, je te demandais justement, mes baraques, selon toi, ça va être quoi l'impact à long terme? Parce que oui, bon, maintenant, on fait plus de câlins, on se tient à 2 mètres, on porte un masque. Mais à long terme, là, mettons on passe outre cette pandémie-là parce que bon, les vaccins, ça avance. On se dit, bon, cet été, ça se pourrait qu'on reparte. D'ailleurs, même le gouvernement en ce moment veut vacciner tous les Québécois au moins une fois d'ici le 24 juin. Mais bon, à suivre. Mais selon toi, là, une fois qu'on repart en vie normale, est-ce que tu penses que ça va être quoi le leg? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un leg? Et qu'est-ce que tu penses que ça va être le leg de la pandémie sur nos vies? As-tu une idée? Écoute, moi, tu sais, comment je vois les choses, mis à part toute cette question-là de est-ce qu'on peut se faire des câlins, les restos, les salles de spectacle et tout, d'ailleurs, qui vont rouvrir prochainement. Là, ils disent le 26. Moi, c'est plus par rapport au télétravail que toute cette game de télétravail-là qui prend de plus en plus de place. Puis, j'ai lu pas mal d'articles qui faisaient état d'une certaine forme d'inégalité entre les salariés, par exemple d'une big corporation, d'une grande banque, ou bien par exemple de la fonction publique, par exemple quand tu travailles au gouvernement, versus les PME, les petites et moyennes entreprises avec une trentaine d'employés. C'est-à-dire qu'il y a les big corpos, ceux qui ont les moyens, ils peuvent se payer les moyens justement de rendre possible ce télétravail-là. Par exemple, en offrant des ordinateurs, des micros, des caméras, des bons sièges pour travailler sans avoir mal au cou, au dos. En même temps, j'ai une petite statistique pour toi. Vas-y. En ce moment, il y a 70% des travailleurs du centre-ville qui réalisent leurs activités professionnelles à la maison plus de 3 jours par semaine. Puis ça me donne justement, tu parlais de manque de moyens, justement, qu'il y a des entreprises avec... Pour déployer tout ce télétravail-là, oui. Mais il y a aussi l'envers de la médaille, c'est-à-dire que les entreprises maintenant vont pouvoir sauver de l'argent en se disant, ben, j'ai pas besoin d'avoir un énorme bureau au centre-ville parce que je te fournis un ordi chez vous, puis toi, tu payes ton appart. Ouais. Donc, faut penser aussi à ça, c'est que, oui, le coût initial pour équiper ces gens-là d'ordinateurs et d'équipements, et peut-être c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais à long terme, est-ce que tu penses qu'il y a des compagnies qui pourraient se dire « Ouais, mais mettons que toi, je te fournis un ordinateur et un bureau, mais après, j'ai pas besoin de payer un loyer au centre de Montréal à 4 000, 8 000, 10 000, 12 000 par mois. » Et il y a d'ailleurs des entreprises maintenant qui réduisent leur espace de travail au centre-ville en se disant ben, on n'a plus besoin de payer un gros local à 1 million par mois. Penses-tu que ça va rester, ça, ce travail-là à distance? Ben, c'est voué à rester. C'est voué à rester parce que de ce que j'ai lu, on est à l'aube de plusieurs types de crises comme le coronavirus. Donc, on est mieux d'être préparé à ça. Puis ce qui arrive, c'est que les gens n'étaient pas préparés à ça. Non. Par exemple, oui, le mouvement Desjardins, par exemple, était préparé à ça. C'est un des plus, au Québec, c'est un des plus généreux dans sa politique de télétravail. Il donne des ordinateurs qui fonctionnent, il donne des chaises, il donne jusqu'à 1 000 $ de remboursement pour s'acheter le stock qu'il te faut. Mais tu as des entreprises qui donnent absolument rien, qu'il faut que tu te démerdes avec ce que tu as à la maison, puis que, justement, ça nuit extrêmement à ta productivité, puis à ta motivation à travailler. Fait qu'il faut, justement, selon mes recherches, c'est qu'il y a vraiment un vide
dans l'encadrement, un vide et législatif et technique dans l'encadrement de toute cette, implémentation du télétravail dans la vie des prolétaires québécois, tu comprends? D'après ce que j'ai lu, c'est que pour une PME, une petite PME, qui n'a pas nécessairement des bureaux au centre-ville de Montréal, par exemple, juste un bureau de comptable ici à Longueuil ou whatever, ça peut coûter entre 10 et 15 000 $ pour implanter du télétravail pour tes vingtaines d'employés. Si t'as pas les moyens, genre, ta business est vouée à couler, en fait. Ouais. Puis que ça va être une big corporation de comptabilité qui va pouvoir se payer qui ont les moyens de faire du télétravail, qui vont réussir, tu comprends? Donc, c'est voué à rester, mais justement, il y a un manque d'encadrement au niveau de tout ça. Puis, de ce que j'ai compris, il va y avoir vraiment cette dualité entre les fonctionnaires qui, eux, c'est sûr qu'ils ont les moyens parce que le gouvernement, eux aussi, donne de l'argent pour les fonctionnaires pour les dédommager pour le télétravail, que ce soit pour le Wi-Fi, whatever. Les banques vont donner ça. Puis les travailleurs normaux, les travailleurs de PME normaux, il y a une grosse dualité, une grosse inégalité au niveau de leurs conditions de travail. Puis il faut que ça devienne justement un point central de la condition du travail. Est-ce que en télétravail, tu es bien? Je sais pas si tu comprends. Je sais pas si tu me suis un peu je trouve ça intéressant que tu parles d'inégalité parce qu'effectivement, je pense que la pandémie peut et pourrait accroître ces inégalités-là. Même, on peut faire un parallèle avec, par exemple, des grosses entreprises technologiques comme Amazon, Microsoft et compagnie qui, eux, en fait, se sont enrichis avec la pandémie. Pendant ce temps-là, tu as des petits restaurateurs qui, eux, peinent à avoir des liquidités nécessaires pour finir la fin du mois. Donc, on parle d'inégalité avec la pandémie. C'est vrai que ça pourrait être un impact post-pandémique, vraiment, l'accroissement des inégalités. Puis, le télétravail, ça pourrait être un exemple. Puis, tu parles de changement au niveau du milieu du travail avec la pandémie, mais il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui se disent, avec le fait que j'ai implanté Teams, Zoom, que j'ai même payé 15 000 $ pour avoir accès à ces plateformes-là. Parce que c'est pas gratuit en passant. Là, maintenant, on peut aller travailler un mois à Mont-Tremblant, puis on n'est pas obligé d'être au centre-ville de Montréal. Clairement. Donc, même beaucoup de gens pourraient, dans les prochaines années, il y a un exode vers les banlieues, justement, parce que tu peux avoir une job qui, techniquement, est centralisée à Montréal même, mais toi, tu es à Saguenay, puis tu fais ta job. Tu es un créateur de jeux vidéo, puis on te dit, ben parfait, tu as son ordi, puis... Il y a une panoplie de nouvelles réalités qui s'en viennent, puis de nouveaux enjeux. Là, qui existaient avant. Qui existaient avant. Oui, moi, mais qui sont réellement exacerbés par ça. Là. Par exemple, quelque chose de très intéressant, le droit à la déconnexion. Ah ouais. Tu connaissais de ça? Non. Parce que, justement, avec le télétravail, c'est que ta job, elle te suit... Tu sais, avant, la job pouvait te suivre à la maison, puis OK, on disait ça. Mais là, t'es à la maison, puis t'as à job. Fait que là, genre, il y a toute cette dimension-là du droit à la déconnexion qui se veut. Il faut qu'on ait pour ça. J'ai le droit de ne pas aller checker mes mails. Il est rendu 8 heures. Il faut que j'aille souper. Il faut que j'aille m'occuper de mon fils ou de ma fille. Tu comprends? Ouais, mais c'est difficile, honnêtement. Ça, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que, tu sais, on est constamment sur des écrans. Puis là, tu es chez toi. Puis ton ordinateur est là. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas l'impression justement de séparer le professionnel du personnel. Puis ça, je pense que c'est un des gros impacts de la pandémie qui risque, je sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air post-pandémique parce que est-ce que les gens vont vouloir retourner au travail? Parce qu'il y a des sondages qui ont été faits puis il y a certaines personnes qui sont très contents seulement de faire du télétravail parce que, tu fais 1h30 de route parce que tu restes loin du centre-ville de Montréal puis là, il faut que tu te rendes au centre-ville, donc le trafic, le stress, etc. Moi, je préfère dormir 1h30 par exemple. Donc, il y a des gens qui préfèrent le télétravail, il y a des gens qui, au contraire, comme moi, qui ont juste hâte de retourner dans un bureau parce que je sors de chez moi. Parce qu'avant tout, c'est un lieu de socialisation. Aussi. Puis justement, dans ce que j'ai lu, c'est que ça disait qu'il va falloir complètement repenser toute la cohésion sociale qu'apportaient justement les lieux de travail, là, ce fameux moment autour du café, là, à la pause café. Je sais pas si tu comprends. Je trouve ça intéressant parce que mon prof parlait de socialisation éphémère. Tu sais, ces moments-là, c'est bon ça. Même où tu vas au café, tu vas, comme tu dis, tu vas te prendre avec tes collègues puis tu jases. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais ces petits moments-là, c'est comme des moments de relaxation dans ta journée. Clairement. Puis ça, j'ai l'impression que comment on va les retrouver, en fait, ces moments-là, si on travaille de la maison?
C'est ça, parce que les retrouver via Zoom, on dirait que t'as juste envie de... Ah, pas qu'être avec mes collègues sur Zoom, me semble que j'irais juste checker à la TV. Pas dans un tunnel. Ah, j'ai de la construction. J'ai de la construction. Ouais, c'est ça. Tu sais. Ouais. Non, c'est pas pareil. Mais... Zoom Escaper all the way. Oh, ouais, Zoom Escaper. D'ailleurs, je m'abonne. Ouais. Mais moi, je sais, là où je reste, il y avait mon voisin qui me disait... moi, je suis dans une compagnie qui a un bureau au centre-ville de Montréal. Puis justement, je m'en vais à Tremblant, tu sais. Parce que je vais pouvoir faire du ski, je vais pouvoir faire... J'ai hâte de voir ça, cet exil. Ce genre d'exode-là. Est-ce que ça va être temporaire ou les gens vont revenir vers le centre-ville? Je vais te donner une petite statistique, fun fact. Je t'écoute. En ce moment, il y a 12,4% d'inoccupation dans les tours de bureaux. C'est quand même énorme. C'est énorme. Un espace de bureau sur 10 dans le centre-ville de Montréal. Ça a des énormes impacts, là, parce que par exemple, les restos qui sont au-dessus de ces bureaux-là, ils ne runnent pas. Là, parce que le midi, d'habitude, c'était le monde des tours qui descendait manger, tu comprends? Ben oui, Puis même moi, souvent, je marchais dans le centre-ville de Montréal, puis Caroline, que ça a l'air désert. Ah, c'est triste, c'est désert. On dirait une scène de Walking Dead, là, qu'il y a du vent, puis il y a une personne qui passe, qui cherche de l'eau. C'est un peu très... Donc, j'ai hâte de voir ces impacts-là, mais ça se pourrait aussi qu'il y ait une adaptation aussi. Peut-être des loyers plus petits, plus d'entreprises, des jeunes pousses. Est-ce qu'on va aussi penser à plus de mixité dans un quartier, tu sais? Le centre-ville de Montréal qui est extrêmement dédié aux affaires, est-ce qu'on pourrait mettre plus de résidentiel là-dedans? Est-ce qu'on pourrait ces activités plus d'art, plus culturelles? Tu sais, faut, je pense, aujourd'hui s'adapter parce que longtemps, je pense qu'on a aménagé des quartiers qui étaient aussi extrêmement à vocation unique. Puis je pense que c'est intéressant de ça va comme dynamiser la chose. De les mixer un peu. J'allais dire mixité, mais ça, c'est un nom. Non, mais les PME, ils n'auront pas le choix de changer comment ce qui fonctionne. Là. J'ai une statistique qui est reliée à tout ça. 34% des PME québécoises vont manquer de liquidité d'ici juin. Ouf, c'est pas loin, ça. Ils n'auront pas le choix de repenser comment déployer leurs services. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, est-ce que se payer un bureau dans Griffintown à comme 3, 4, 5, 6, 7 000 $ par mois, le loyer, ça va valoir la peine, ou tu vas plus mettre cet argent-là pour déployer du bon matériel pour tes employés à la maison, leur payer des shows Zoom pour qu'il y ait une forme de socialisation qui va être créée. C'est une bonne question. Puis, tu sais, assurer leur droit à la déconnexion. On peut parler aussi de télémédecine, on peut parler de toute l'impact de technologie. Ça c'est intense. La médecine aussi qui en prend un coup avec la pandémie. Et en télémédecine, parce que maintenant, tu peux avoir un rendez-vous, on te dit, OK, ton rendez-vous va être fait téléphoner, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Et pour les gens, savais-tu que les étudiants qui veulent s'inscrire en médecine, jusqu'à maintenant, il fallait qu'ils passent un gros test psychométrique, là, qu'il fallait qu'ils se présentent, puis qu'il y ait une grosse discussion avec les recruteurs et tout. Maintenant, grâce à la pandémie, ou à cause de la pandémie, dépendamment de là où les gens se placent, il n'y aura plus ces tests-là. On va juste se baser sur les notes et comme tout autre. Ouais. Ouais. Tu parles d'éducation. Moi aussi, j'ai une statistique pour toi. L'ITHQ, qui est l'Institut Tourisme et Hôtellerie du Québec a enregistré une baisse de 40% du nombre d'inscriptions cette année à ces programmes. Parce que les gens pensent qu'il n'y aura pas ni resto ni tourisme pendant un bout, fait que ça sert à quoi? Ce qui est carrément l'inverse. Imagine-toi quand tout le monde est vacciné, qu'on pense que la pandémie est derrière nous, le tourisme, moi je lui prédis une recrudescence folle. Surtout localement. Littéralement. Parce que d'après ce que j'ai pu comprendre dans mes lectures, c'est qu'on va genre créer une forme de bulle nord-américaine. Ouais, dans le sens que ça va être très difficile de voyager en Europe, en Afrique, en Asie, parce qu'il va te falloir un genre de passeport vaccinal et tout et tout. Les billets d'avion vont être hyper chers. Alors que dans tes bulles, par exemple, l'Europe va se créer sa bulle, l'Afrique va se créer sa bulle, whatever. Dans les bulles intra-bulles, ça va être vraiment... Est-ce qu'on fait un parallèle avec le géopolitique puis de parler de régionalisation? Oui, il y a une lumière qui vient d'éclater dans ma tête. Je suis comme, ok, tout ça sert ça, en fait. Je veux dire... Je sais pas, mais... Non, je dis pas que ça a été voulu ou quelque chose. Je dis juste que la nature fait bien les choses ou pas. Je sais pas. Penses-tu? Mais en tout cas, effectivement, ça pourrait avoir un impact. Mais moi, je te le dis, là, je pense que le tourisme, restauration, les gens vont... Ça va tripler parce que même en Chine... Après qu'ils ont commencé à enlever les masques, parce que la Chine, ils ont repris vite. À Wuhan même, il y a eu des festivals, des festivals, des... Ouais, un festival des festivals, non? Moi, des festivals. Je sais pas. Non, des festivals.
Ouais. Festival. Non, estival et festival. Mais non, mais Non, festival au pire. Ah, check-les, je suis pas sûr. Mais vas-y, va. J'ai envie de checker. Ben ouais, vas-y donc, je te laisse. Mais qu'est-ce qui s'est faire la passé en recherche. Chine, par exemple, avec le... Ben, les gens achetaient. Il y avait une sorte de syndrome post-pandémie de consumérisme qui était beaucoup plus prononcé qu'avant. Puis, en termes de tourisme, d'ailleurs, ça fait la petite transition avant notre cigare. Je voulais attendre, mais bon. J'ai écrit festival au pluriel, puis il y a une question, c'est comme, pourquoi on dit pas des festivals? Ah, Donc, c'est festival. Bravo, Festival, ouais. festival. Donc, on est tellement bon en grammaire ici à l'apéro. Ben, je voulais t'en parler dans le temps de transition, mais c'est la transition, puis on passe tout de suite à notre petit cigare. Veux-tu que je prenne la guitare? Prends la guitare. Je prends la guitare et j'annonce le cigare? Non, pas de suite. Pas de suite, parce que j'ai ma transition. Ah, je t'écoute. Je parlais de tourisme. Savais-tu que cet été, si tu vas aller en Gaspésie, attache ta tuque, il n'y a plus rien. Les campings sont pratiquement pleins. Les Winnebago, les roulottes sont pratiquement tous loués. Déjà en mars, ça va être une saison record pour certaines régions du Québec. Donc, comme tu disais. Post-syndrome, post-pandémie, les gens ont tellement manqué, tellement des manques, qu'ils ont dit là, je me gâte. Puis, un autre fun fact, l'argent qui a été injecté par le gouvernement du Canada, en fait, a permis au taux d'épargne d'augmenter. Donc, je dépense plus pour l'essence, je dépense plus pour aller au resto. T'épargnes plus. Donc, les gens ont quand même relativement, tu sais, on parle de l'épargne moyen, là. Il y a effectivement des gens qui vont avoir des moyens pour les dépenser. Et moi, je pense que ça va exploser. Mais, on parle d'inégalité. Il y a des gens qui ont eu peut-être plus de moyens, des gens qui en ont perdu. Et c'est ça un peu l'impact de la pandémie aussi, c'est que je pense que ça va peut-être avoir accru les inégalités, mais bon, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Non, mais c'est parce que c'est ongoing, you know? C'est ongoing. J'ai hâte. Non, mais il va devoir y avoir une forme de... L'humanité devra faire un gros mémoire de ce qui s'est passé. Un gros bed-in, man. Mais non, ça fait Non, il va falloir qu'on fasse comme le point sur cette pandémie au moment où ça sera complètement terminé. Là, oui, clairement. Il va y avoir un point à faire La conférence mondiale de la post-pandémie, puis tu sais, il faut se questionner. Là. Je pense que ça va avoir un impact. J'ai l'impression qu'il va y avoir des institutions globalisantes, par exemple comme l'OMS, qui vont gagner un peu plus ils vont avoir un peu plus de lousse pour agir, j'imagine. Un petit peu moins, tu penses? Ben, je sais pas, parce que Donald Trump voulait couper le financement à l'OMS en disant qu'il était inutile. Il y a un peu une crise en ce moment, je trouve, de confiance envers les institutions. Ouais. Je pense que ça... Je sais pas si la confiance va se retrouver plus rapidement ou si justement ce maintien-là d'une crise de confiance va se conserver. C'est ça, j'ai hâte de voir, en fait. Parce que il y a vraiment, en ce moment, je pense, une crise de confiance des institutions. Donc, c'est fascinant. Je sais pas. C'est fascinant. Fascinant, mais c'était notre apéro. C'était ça. Une petite transition de même. Oh, hey! C'est l'heure du cigare. C'est l'heure du cigare, Mebawiki. Yes. Je vais te parler d'un... Oh, tu retournes dans le Mebawiki, toi! Oh non! C'est l'instinct. C'est l'instinct. C'est l'instinct. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais dit c'est quoi Mebawiki, je vous le dis tout de suite, c'est parce qu'il sait tout. Non, je sais pas tout. Regarde. Puis je perds souvent mes mots, donc je sais pas tout. Tu perdras pas tes mots en parlant de ça, parce que je vais te parler de deux choses, en fait. D'un film que j'ai vu lundi, d'ailleurs. Moi aussi, je suis allé au cinéma, mais... Avoue que c'était bien. Oui, mais j'avais personne en salle. Ah, t'as pas vécu la même expérience que moi. Moi, quand je suis allé, il y avait des gens qui se côtoyaient. Personne dans la salle que il y avait genre à 9 sièges, il y avait genre une madame qui dormait. Elle te ronflait ça dans la face. Dans le film, j'étais genre... J'ai-tu vraiment payé pour pas de popcorn? Pas de popcorn! Le masque à la face! Le masque à la face pour entendre quelqu'un ronfler, mais il n'y a personne dans le cinéma. Puis le film, justement, qui s'appelle La Nuit des Rois. Ouais. C'est un film développé par Philippe Larue. Un Français? Qui est un Français, mais qui a travaillé beaucoup avec le Québec. Okay. Et d'ailleurs, le film qui a été financé et beaucoup par le gouvernement du Québec, conjointement avec le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, parce que c'est un film qui est filmé qui se passe en Côte d'Ivoire, et qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vous raconte l'histoire rapidement. La Nuit des Rois, en fait, ça se passe dans une prison de Côte d'Ivoire, où on a une prison où les gardes n'interviennent pas à l'intérieur. Donc, les prisonniers s'autogèrent eux-mêmes, et à travers cette gestion-là, il y a toujours une forme de chef
qui est le Dangoro, qui est le chef de la prison. Et ce chef-là, chaque année, ou pas nécessairement chaque année, mais quand il y a la lune rouge, donc une forme d'éclipse, ça représente en fait une nuit où on choisit une personne qui va raconter une histoire. Et c'est aussi une nuit où souvent, soit le chef va s'enlever la vie et qui va être remplacé. Il faut qu'il y ait un sacrifice humain, en fait. Soit qu'il y a un sacrifice humain, ou soit que le chef réussit à maintenir le contrôle parce que le raconteur, finalement, réussit à compter à l'histoire jusqu'au lever du soleil. Et là, en fait, va même asseoir son pouvoir et être encore plus dominant. Mais... Puis ça, c'est quoi? C'est dans la culture carcérale ivoirienne ou c'est plus ivoirien? Est-ce que ça le dit dans le film? Non, il n'y a pas suffisamment, je pense. Je pourrais pas te dire, là. Je sais que c'est basé sur des faits. Là, mais... Ça fait très culture carcérale, là, du genre. Oui. On est en boys puis on va en tuer un. Ben, c'est une lutte de pouvoir, clairement. Parce qu'effectivement, on parlait tantôt de réalisme politique. Là, je te fais un parallèle. C'est chacun pour soi. C'est-à-dire que chaque personne veut gouverner. Ben, chaque personne essaie de survivre, puis il y a des gens qui veulent avoir le contrôle sur la prison. Donc, il y a une lutte entre certains groupes de la prison. Mettons, toi, tu es le groupe X, puis moi, je suis le groupe Y, puis on veut tous les deux être le Dangoro. Ben là, on va se faire une certaine forme de lutte. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que à travers cette prison-là, tu sais, il n'y a pas grand animation. Là. On s'entend que t'es embarré entre quatre murs. Donc, ce moment-là, en fait, où la personne raconte l'histoire, pour eux, c'est comme une forme de divertissement. C'est comme regarder un film. T'sais. C'est entertaining. Et pendant le film, justement, on voit le roman, qui est celui qui raconte, qui a été désigné par le Dangoro pour raconter une histoire. Ben, lui, il raconte l'histoire, puis là, l'histoire est imagée à travers des scènes où on peut essayer de voir, en fait, c'était quoi l'histoire. Donc, c'est un peu comme, je dirais pas le Titanic où... Tu compares ça au Titanic? Non, mais le Titanic, tu te rappelles, il y avait Rose qui était... il y avait une équipe de chercheurs au début du film qui découvre un collier, puis là, c'est Rose qui raconte l'histoire du Titanic. C'est à moitié ça, c'est-à-dire que au début, dans la prison de Côte d'Ivoire, la Maca, et là... Tu te rends jusqu'à le roman qu'il raconte et là, tu commences à voir l'histoire se dérouler, mais qui est entrecoupée de scènes avec la prison. Donc, c'est pas tout à fait le Titanic, on s'entend. Et c'est pas le même film non plus. Mais, il n'y a pas le beau Jack. Il n'y a pas le beau Jack, puis Rose. Ouais. Puis le beau Jack. Puis le méchant qui est riche, puis qui veut épouser Rose. Ah, qui veut épouser Rose, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai juste Jack et Rose en tête, je sais. Le diamant bleu aussi. Anyways. Continue voilà. Sur... Mais bref, j'ai aimé le film, je vais te le dire. De un, parce que c'est le fun de voir une ambiance et une culture qui est différente de la nôtre. De voir des scènes justement de différentes vies en Côte d'Ivoire, de voir toute cette... tu sais, le Dangoro, le roman, le fait qu'il y a aussi... on voit un peu cette lutte aussi, parce que à travers l'histoire, je ne veux pas vous conter le film, mais à travers l'histoire du roman, on peut voir aussi des scènes de Côte d'Ivoire où on peut voir les inégalités, on peut voir... C'est tiré d'un livre? Je pense que oui. Parce que je pense que oui aussi. Parce que quand tu me dis qu'on allait parler de ça à l'apéro, au cigare, j'ai essayé de le googler pour essayer de le trouver sur Amazon Prime ou essayer de le louer sur Internet. Puis justement, je suis tombé juste... En tout cas, au Canada, Amazon Canada, je suis tombé juste sur le livre. Ouais. Puis justement, il fallait que j'aie accès à Amazon États-Unis pour pouvoir le louer, blablabla, j'ai pas pu, bref. Belles images, belles ambiances. Juste la bande-annonce, ça te met tellement en contexte, je sais pas, j'ai vraiment envie de le voir. Belle ambiance, très bon jeu d'acteur, honnêtement. Ça se rapproche-tu un peu des ambiances, un peu de Beast of No Nation sur Netflix? Avec Idriss Elba? Oui, non, peut-être. Beast of No Nation, c'est vraiment dans un climat de tension. Parce que ce qui est différent avec la prison, c'est que c'est un lieu qui est fixe. C'est comme un micro-société. Il y a un microcosme qui se forme. Là, Beast of No Nation, c'est vraiment un conflit qui est extérieur, puis qui raconte un peu les violences, les inégalités entre lutte de pouvoir. Mais effectivement, il y a une forme de lutte de pouvoir, il y a une forme de... On peut parler de souffrance de gens qui passent à travers ça. Mais je vais lui donner une note 6.5 d'un parce que je ne vais pas vous expliquer la fin, mais je ne l'ai pas trop compris pourquoi que ça finissait comme ça. L'autre chose aussi, c'est que je trouvais que quand Roman racontait son histoire, il y a des fois, on se dit pourquoi ça? Puis il nous l'explique pas. J'aurais aimé ça comprendre certaines
pan de l'histoire. Il y a beaucoup de sous-entendus qui sont pas nécessairement comprenables. Moi, non, là, c'est que tu ça. relates Moi, pas. c'est peut-être que j'aurais lu le livre, Mhm. puis j'aurais compris ces différents-là. Mais quand je regarde l'histoire, je la sens décousue. Je sens que, OK, là, il y a une scène, mais c'est quoi le rapport avec l'autre scène d'avant? Donc, j'ai pas compris, j'ai pas capable de mettre les morceaux du puzzle ensemble. Donc, je vous donne une note de 6.5 sur 10. Cool. C'est un bon film. J'ai eu du Je vais plaisir. quand même Belle- essayer de le checker. Belle scène, bon réalité, je veux dire, les belles images, honnêtement. Jeu d'acteur très très bon. J'ai aimé le fait d'avoir une prison, puis de quelqu'un qui raconte une histoire à travers les autres. Ça m'a toujours fasciné les trucs de prison. Prison Break, entre autres. Ou bien les émissions en Canal D des pires prisons au monde. Ces trucs-là, ça m'a toujours D'ailleurs, fasciné. il y a justement la série sur Netflix, The Worst Prison in Ouais, the oui, World, c'est justement, ouais, c'est ça. où un gars s'insère parmi les pires prisons. Puis c'est ça, des images de Côte d'Ivoire. Puis c'est le fun parce que c'est un film qui était co-réalisé, qui était où les gouvernements québécois et Français, ivoirien. Ivoirien. Français, non? Non, pas je français. pense pas. C'est vraiment Québec-Ivoire. Québec-Ivoire se sont C'est vraiment cool. mutuellement C'est vraiment aidés cool. pour créer ce film-là. Puis je trouve ça le fun de créer des beaux Vraiment. partenariats comme ça qui peuvent être durables entre des pays francophones, entre la Côte d'Ivoire et le Québec. Ça, je trouve ça génial. Ce transfert de connaissances, cette entraide-là. Mm. Puis tu peux voir aussi, tu sais, même les dialectes, parce que souvent les personnages vont donner des mots en... Ben, je sais pas quoi la langue de la Côte d'Ivoire. Il y a du monde qui disent qu'il faut arrêter d'utiliser le mot dialecte pour les langues africaines. Ce sont des langues africaines, mais Tu as c'est raison. le point de vue occidental qui était qu'on les appelle des Parce dialectes qu'il y à a la place de moins les appeler de des nombre langues. de locuteurs, ou c'est peut-être Ouais. une langue qui a moins... Ou non, peut-être qu'il y a 1 million de locuteurs au Kenya Ouais. qui parlent ça, mais nous, on était comme, non, l'utilise c'est pas, pas de on- français, pas de l'anglais, pas de l'espagnol. Tu sais. Ouais, qu'est-ce... C'est très occidentalo-centré Ouais, comme ouais. façon. Monsieur, je te ramène juste Non, ça. ben Je suis en train de te targuer de que t'es un... Mais je trouve ça intéressant qu'il y ait souvent, il y a une langue, la langue que je connais pas, mais qui parle justement cette langue-là. Puis là, tu sais, on voit des petits pans de culture qui sont quand même intéressants. Ouais. Mais l'histoire, je trouve que c'est ça. Manque de raisonnement un peu décousu. Donc, pour ça, je lui donne un 6.5. Mais allez le voir quand même. Ça vaut vraiment la peine. Puis, moi, je trouve que ça me met dans le bain là, avec toutes les différentes... L'ambiance, en fait, ivoirienne. Tu sais, moi, je trouve que ça te fait voyager d'une certaine manière. Ouais. Surtout que là, tu peux plus vraiment. Avec Non. ça. Fait que voyager à travers le film. Musicalement, Oui. deux gros plus pour la musique produite au Québec cette semaine. Premièrement, je sais pas si je t'en avais parlé, Kate Ranada, qui est un producteur de musique dance électronique, je pense qu'il vient de Rive-Sud de Montréal en plus. Ce Ouais, gars-là hein. a gagné 2 Grammy cette semaine. C'est pas rien. 2 Grammy pour musique électronique aux États-Unis. Premier artiste black à gagner ce titre-là, ce qui est d'autant plus marquant. Sérieusement, Kate Ranada qui fait de la musique, qui roule depuis très longtemps. Oui. C'est depuis 2010 qu'il produit de la musique. En 2015, il a gagné ses premiers prix. Mais il y a toujours eu un petit beef, pas un beef, un petit... Les médias québécois l'ont jamais nécessairement promote. On l'a jamais vu à Tout le monde en parle, on l'a jamais vu... Ben, moi-même, avant les Grammys, justement, les nominations Grammys, où j'ai Je entendu connaissais pas parler trop de Kate Kate Ranada? Ranada, je connaissais très peu mais Kate parce Ranada. qu'il n'est pas beaucoup joué au Québec. Pas en tout. Mais quand tu vas, par exemple, en Grande-Bretagne ou bien dans des boîtes de nuit sud-africaines, t'entends ça que Kate Ranada. T'entends Ah ouais. que Kate Ranada dans ces places-là. Aux États-Unis aussi, tu vas à Miami, il y a du Kate Ranada qui joue, mais à fond. Puis, bon, d'après mes recherches, c'est que c'est et du côté des médias québécois qui l'ont boudé un peu, parce que c'est anglophone, et un peu du côté de Kate Ranada, que malgré le fait qu'on lui tend des perches, lui, il a comme un peu... il a comme fait « Arrêtez, vous m'avez ditché pendant comme 8 ans, puis tout d'un coup, vous me voulez, fuck Ouais. off, you know? » Mais il a quand même dit, quand il a reçu le prix, en tout cas, je pense que si ma source est bonne, qu'il a dit, tu sais, je ramène ces prix-là à Montréal. Ouais, oui, bien sûr, clairement. Donc, fier Montréalais. Il est fier à Montréal. Ah ouais. Mais il y a un petit... Il faut que les médias québécois puissent aller le rechercher, parce que ce gars-là, il est big, il est vraiment C'est big. un gars talentueux, c'est un gars qui a une renommée, c'est Puis un gars qui est exact. reconnu. Puis que ça soulève une petite dualité avec entre les médias francophones québécois et les artistes québécois, mais qui font de la musique anglophone. Oui. Par exemple, Man I Trust, je sais pas si tu connais cette band-là, Oui. ils ont fait Coachella. Ils ont fait Coachella aux Man I États-Unis, qui est le Trust. plus gros... Oh, Qui est le plus gros festival. le plus gros festival. C'est un des plus gros Estivo. festivals.
C'est le plus gros festival estival aux États-Unis. Alors que Main I Trust ici, excuse-moi, mais quand j'allume la radio ici, c'est pas ça que j'entends. Non. Puis c'est pas lui qu'on promote plus. Non. En même temps, je peux comprendre la dualité franco-anglo, mais reste que ce sont des... Half Moon Run a quand même une certaine portée au Québec, qui est un super groupe de Montréal qui chante en anglais aussi. Je savais pas qu'Half Moon Run était québécois. Ah, Sérieux, Half Moon Run vient oui, d'ici? ça vient de Montréal, Half Moon Run. Sacrement. Ben, savais-tu... Ben voilà, c'est parce Bon. qu'on les promote pas comme des artistes, des grands artistes québécois, Half Moon Run. Main I Trust non plus. Non, mais Night Trust, je savais pas non plus que ça vient du Québec. Oui. Ça vient de Montréal. Ouais. Je savais même pas ça. Mais j'adore Midnight Trust. Ben, Montréal, je suis pas certain, mais du Québec, je suis certain. J'adore Midnight Trust. C'est dommage que je sache pas. Je fais mon mea culpa. T'as vu K-Canada et Main I Trust, voilà. C'est ça, je voulais juste soulever un peu cette problématique-là dont eux sont un peu victimes, puisque les médias québécois vont toujours tendre à promouvoir un peu plus tout ce qui est francophone. Puis avec raison. De mais... Montréal, Midnight Trust. Main I Trust, Montréal. Bon, ben voilà. Montréal en 2014 par le bassiste Jessica Caron et Dragos Chiria. Mais musicalement et franconifiquement parlant, Les radios, y en parlent. il en passe. Cowboy Fringant. Oui. Ils ont sorti un nouvel album, Les Nuits de Saint-Hyacinthe. Repentigny. J'ai vu la Saint-Hyacinthe. Je sais pas pourquoi Saint-Hyacinthe est Repentigny dans ma tête. Les soirées de brossard. Les soirées de brossard. Non, les Nuits de Repentigny. Repentigny, pas Que- Saint-Hyacinthe. Qui est sorti, puis qui a l'air de cartonner, honnêtement, depuis... Parce que depuis qu'ils leur tournent L'Amérique qui pleure... Ah, non, ben là, ça, depuis c'est la- l'ancien. Depuis l'Amérique qui pleure, là, ils ont vraiment subi un gros boom, là, un regain de popularité, j'ai l'impression. L'album Les Antipodes 2019. Vous êtes en 2019 avec l'Amérique qui pleure. Que d'ailleurs, j'écoutais au début, puis je disais, je sais pas. Ah, super bonne. Mais super. Ben, Super l'album. L'album en soi est super bon, Moi ce aussi, film-là est c'est super ça. bon. Ça leur a permis de se rendre au Juno, là, d'ailleurs que je te l'ai dit la semaine passée, qui était en nomination contre The Weeknd. Mais je suis un grand fan Et de Justin Cowboy Bieber. Fringant. Puis, tu sais, moi, j'ai toutes les tu sais, l'album avec les petites voitures jaunes, Ouais. Tune d'automne. Tu sais, j'aime ça. Puis quand j'ai écouté le premier album, Les Antipodes, j'étais comme, je sais pas. Mais plus je l'écoutais, plus je le trouvais bon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, effectivement, Sur mon épaule, L'Amérique pleure, évidemment, Saint-Profond du Nowhere. En tout cas, bref, j'adore les chansons des Antipodes. Et là, j'ai écouté justement les nuits de Repentigny. de Saint-Hyacinthe. De Saint-Hyacinthe. Non, honnêtement, Très bon. le début, la première tourne d'un album qui est comme on revient en business, Ouais. puis là, ça te donne le goût de. On dirait que c'est comme, hey, on vous fait du nouveau cowboy, on va vous donner du nouveau cowboy. Oui, très J'ai vraiment festif, aimé ça. je trouve. C'est un album très festif, très rythmé. Ouais. Il y a même une tune de Noël dans cette tune-là. Oui, un peu bizarre. Une tune de Noël anti-Noël un peu. Je sais pas. Ouais, ben, c'est vraiment où le petit Tommy qui est Ou ben le petit Tommy. hyper tranquille, puis finalement Il tue des animaux le soir, animaux, ouais. tu sais, comme, Tommy, c'est un bon petit Jack à la quincaillerie, mais le soir, il tu sais, tue des ça animaux. c'est hein. très folklore. Moi j'adore le Oh oui. folklore. Puis c'est ça. Puis j'ai toujours trouvé que c'était un groupe qui, justement, était facile d'approche pour, justement, apprendre le folklore québécois. Parce que moi, par exemple, mon père, ultra algérien, très berbère kabyle, lui aime quand une chanson des Cowboys Fringants passe. D'ailleurs, il m'a dit, j'aime bien Rétroviseur. Tu sais, l'Amérique dans mon rétroviseur, l'Amérique qui... Tu sais, c'est un groupe qui est très facile d'approche pour connaître le folklore québécois, j'ai l'impression. C'est un folklore, mais Je me souviens en 2004, très- il adorait la chanson pas étoile filante là, mais tu sais là, c'est Plus comme rien. plus rien. Ouais, c'est ça, il adorait ça. Pour te parler de la vie. Ouais, Mais alors, moi, je aller voir un show des Cowboys, c'est quoi le plus fun en prenant une bonne labatte bleue? une bonne labatte. Une bonne labatte, j'ai le doigt. Ouais, j'ai le doigt. Mais même ma copine, justement, qui adore l'Amérique pleure aussi. Ouais. Donc, tu as raison, effectivement. Tu vois que que c'est un groupe qui, ouais. même si tu connais pas ces références-là québécoises, même si tu connais pas. C'est tu te très sens pas dans un c'est vieux facilement village, relatable, c'est ben, relatable. effectivement, tu vas être capable d'aimer un peu ce côté folklorique-là. Donc, je lui donne une bonne note à cet album-là, Les Nuits de Repentigny, pas de Saint-Hyacinthe. Pas de Saint-Hyacinthe. Mais vous pouvez l'écouter à Saint-Hyacinthe pour Les Nuits de Repentigny. Allez écouter cet album-là, Ouais. des Cowboys Fringants. Moi, je lui donne une bonne note. Toi, tu le donnes combien, mettons? Je l'ai pas assez écouté parce que je me donne toujours en première écoute, je suis toujours c'est semi intuitif. intuitif, je te dirais que je vais le réécouter, c'est ça ma note. Je vais le réécouter. Bien joué, mais en tout cas, si jamais vous autres parlant de réécouter, ça vous tente de réécouter l'émission d'Apéro Cigare, dites-vous qu'on est maintenant sur Spotify.
Spotify. Vous pouvez commencer sur Facebook, puis si vous fermiez la fenêtre, ben vous pouvez continuer sur Spotify dans la voiture, Wow! dans vos oreilles. Multi-plateforme! Puis sur Apple Podcast et sur Google Play aussi, on est Oui, présent. puis on est aussi sur Instagram si vous voulez voir nos fun facts ou nos critiques de films et de musique justement. Ben, on les met sur nos stories. Et de nos apéros aussi. Of course, ça prend un petit drink pour vous remonter quand même. Exact. Mais la modération a bien meilleur goût. Vous inquiétez pas. Non, et c'était... C'était l'apéro cigare, c'était l'apéro cigare, c'était... l'apéro cigare. Merci tout le monde. Peace.